Bonjour à tous. Les arrêts de travail qui explosent dans le Finistère, la réforme de la pêche ou encore la gastronomie anglaise, c'est l'actualité de ce vendredi 29 avril 2011 dans le Finistère. On en parle tout de suite avec Alain Félis, le rédacteur en chef adjoint du Télégramme. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Et on commence avec cette charge contre les écologistes au moment où se dessine la PCP, la politique commune de la pêche. L'eurodéputé Alain Cadec et la députée Hélène Tanguy étaient en visite au Guilvinec aujourd'hui. Ils ont redit leur méfiance envers les écologistes radicaux au micro de Christophe Boucher. Nous avons depuis un certain nombre d'années une évolution qui vient peut-être un petit peu parasiter ce débat et qui est celui de la montée en puissance des milieux environnementaux. Alors, personne ne peut être contre la prise de conscience de la protection de la nature, c'est évident, mais parfois le langage et je dirais même les termes utilisés à la fois d'un côté par les professionnels et les chercheurs, et de l'autre par les ONG, on n'a pas le même vocabulaire, pas le même lexique, et on a quand même de grandes zones d'incompréhension. Il y a des ultralibéraux, il y a aussi des ultra-environnementaux. Et ni les uns ni les autres ne sont des gens cohérents et responsables. Trop c'est trop là ? Trop c'est trop. Vous savez, moi actuellement, je suis complètement d'accord avec les gens qui s'opposent au forage pour le gaz de schiste. Je suis complètement d'accord avec les gens qui font des manifestations et qui s'opposent à ce genre de... Mais par contre, quand on voit des gens qui proposent pour la pêche, par exemple l'arrêt carrément de certaines espèces ou les rejets zéro, je dis non, c'est n'importe quoi. Des propos recueillis par Christophe Boucher au Guilvinec. Alain Félis, bonjour. Bonjour. Alain, cette mise à l'index de certains écologistes au moment où on parle de préservation des espèces, est-ce que ça ne sonne pas un petit peu à l'envers ? Alors c'est vrai qu'il y a une certaine tension et en plus on voit se multiplier les sujets environnementaux sur le devant de l'actualité. Il ne se passe quasiment pas un jour sans qu'un sujet environnemental ou un autre n'apparaisse. Mais là, ce que j'ai entendu de la part de politiques laisse à penser aussi qu'il y a peut-être une espèce d'ambiguïté, un certain porte-à-faux sur le monde écologiste parce qu'il est animé à la fois par des associations qui connaissent généralement d'ailleurs bien leur sujet, mais j'ai envie de dire qui sont sur un sujet, qui le potassent tout à fait et qui ne tiennent pas forcément compte de l'environnement dans lequel ce sujet se déploie et se développe. Et puis il y a des partis politiques écologistes. Bon, on sait que ça traverse toute la classe politique. Est-ce qu'il faut des partis politiques écologiques ? C'est toute la question. Et alors il est sûr que les associations environnementales n'ont peut-être pas les codes pour entrer sur la scène politique et on peut avoir ce genre de réaction. Alors c'est vrai que parfois certaines associations on peut le laisser à penser jusqu'au boutiste, en tout cas dans leurs propos, mais ce qui est sûr, c'est que ça devient un véritable sujet de fond, de société, de plus en plus politique. Le tout est de savoir qui mène ces combats et est-ce que c'est des partis, est-ce que des associations ? Bon, ça c'est à voir. Alors là, pour le cas présent, le débat a lieu dans un contexte bien particulier, c'est la PCP, la politique commune de la pêche, l'équivalent de la politique commune en matière agricole. Quel sera l'impact de cette réforme sur la pêche en France et plus particulièrement en Bretagne ? Qu'est-ce qui se dessine, même si on est encore dans quelque chose qui doit arriver dans quelques mois, quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on entend beaucoup plus les associations environnementales sur ce sujet-là qu'on ne peut les entendre, et je reprends le parallèle que vous faisiez, sur la PAC par exemple, sur la politique agricole commune. On les entend moins, même si on en parle à l'occasion bien sûr des algues vertes qui, pour certains, remettent en cause un certain système agricole, mais on les entend beaucoup plus sur le monde de la pêche. Sans doute parce que des associations environnementales sont présentes sur le terrain depuis fort longtemps. Il y a des noms qui nous viennent inévitablement à l'esprit, Greenpeace par exemple, et on les entend beaucoup plus qu'on les entend sur la PAC. Maintenant, quels effets ? Il est certain qu'il y a un problème de ressources, c'est clair, mais moi je constate quand même que tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Donc on manque, j'ai l'impression, dans un tel dossier, véritablement d'avis sûrs et autorisés et d'essayer d'avoir des chiffres incontestables. Vous parlez de chiffres à l'instant, on continue justement avec ce chiffre, plus 5,8%, c'est l'augmentation en un an du nombre de jours d'arrêt de travail dans le Finistère, un chiffre révélé
par la caisse primaire d'assurance maladie. Dans le même temps, le nombre des arrêts de travail diminue dans les 3 autres départements bretons. Alors Alain, les salariés finistériens sont-ils plus fragiles que les salariés des autres départements ? Alors déjà, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que ces arrêts de travail sont globalement justifiés. Il n'y a pas plus de fraude en Finistère que dans les autres départements. Et pas tir au flanc. Sûrement pas. Est-ce que ça tient à la structure même de notre industrie, qui est une industrie dans bien des cas de main-d'œuvre, je pense notamment à l'agroalimentaire, avec des tâches souvent répétitives. Et d'ailleurs, on voit dans les chiffres fournis par l'assurance maladie que ce sont les TMS, les fameux troubles musculo-squelettiques, qui occupent le devant de la scène. Et ça tient sans doute à la structure même de notre industrie. Quelles pourraient être les conséquences d'autant d'arrêts ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une main-d'œuvre qui a peu d'évolution possible. Bon, au mieux, on peut devenir chef d'équipe, etc. Mais il n'y en aura jamais autant, malheureusement, d'ouvriers sur la chaîne. Donc, on va certainement aller vers une automatisation de plus en plus grande, ça c'est certain. Quels effets sur l'emploi, ça reste à montrer. C'est l'événement planétaire de ce vendredi 29 avril, le mariage princier de Kate et William en Angleterre. Alors, à Plomodierne, le chef Olivier Belin a décidé de profiter de l'occasion pour redonner des lettres de noblesse à la gastronomie anglaise, souvent décriée. Erwan Lousseau s'est glissé dans les cuisines de l'Auberge des Glaziques à Plomodierne. Passés maîtres dans l'art d'unir leurs têtes couronnées, les Britanniques ont beaucoup moins la réputation d'être des chefs en ce qui concerne le mariage des saveurs. Mais revisitée à la sauce Belin, la cuisine anglaise a de quoi émoustiller jusqu'aux plus flegmatiques. Si on le fait avec des dosages non respectés, ça peut devenir vraiment immangeable. Et là, c'est vrai que ça peut être bon. Les gelées, on se moque souvent d'eux, on leur dit leur jolaille, mais une jolaille dans un plat, si c'est juste maîtrisé, une petite cuillère posée à côté d'un poisson ou d'une viande, ça peut être très intéressant. C'est une texture différente qu'on ne connaît pas forcément chez nous, mais qui peut apporter, si c'est mentholé, ça peut donner un peu de fraîcheur au plat, et puis et une texture différente. Fish and chips, petits pois à la menthe et œufs au bacon à la carte d'un restaurant étoilé, il fallait oser. Un menu royal même, aux accents pour le moins populaires. Mais l'audace de nos grands chefs a toujours fait mouche et très souvent inspiré leurs homologues étrangers. Notre savoir, c'est peut-être toujours le plus grand savoir-faire du monde, et ils viennent tous apprendre chez nous. Après, quand ils rentrent chez eux, ils adaptent. Et là, après, effectivement, on fait comme je disais, Eston Blumenthal, qui est à côté de Londres, dans un petit village, à 3 étoiles. D'ailleurs, dans ce village-là, ils ont 2-3 étoiles, et il a été élu par un magazine qui élu les 50 meilleurs chefs du monde, 2 années de rang, meilleur chef du monde. Donc oui, c'est un Anglais. Donc je crois qu'il faut s'enlever toutes ces idées reçues. Non, quand on atteint le haut niveau, vous avez d'excellents chefs un peu partout dans le monde. À commencer par le Finistère et Plomodierne, et parce qu'à l'Auberge des Glaziques, le voyage passe avant tout par l'assiette, pour 70 € du 4 au 8 mai prochain, la gastronomie anglaise se trouve juste au bout de la fourchette. Voilà, ça donne faim, mais Alain, à 70 €, il y a certains Anglais qui vont peut-être un peu se serrer la ceinture. Oui, puis on va être gentil en ce jour de mariage, mais c'est vrai que dans la population française, associer Angleterre et gastronomie, bon, c'est pas évident. J'observe quand même qu'il y a de très très bons restaurants à Londres, et la preuve, l'un des chefs établis à Londres vient d'être nommé meilleur chef du monde. Bon, c'est vrai que c'est une Française. Suite et fin de notre série sur les jardins botaniques avec un sujet qui ne manque pas de piquant. À Spézet, le jardin des Montagnes Noires rassemble en effet des centaines de variétés de conifères, le tout sur 6 hectares. Pauline Ferco a promené sa caméra entre les sapins. Créé il y a 12 ans par un paysagiste pépiniériste passionné, le jardin botanique de Spézet représente aujourd'hui la plus grande collection de conifères de France. Plus de 700 espèces différentes dans un espace qui s'étend entre les monts d'Arrée et les Montagnes Noires. Le souci de ce jardin a été de réconcilier les particuliers avec leur jardin et simplement pour leur dire que c'est pas parce qu'on a une grande surface qu'il faut que ça devienne un jardin esclavage. Le camailleux de verre que produisent les différents épicéas et sapins n'est pas la seule teinte du jardin. D'autres espèces très colorées parsèment la verdure. C'est un jardin qu'on peut, contrairement à des jardins donc, avec des floraisons bien particulières, c'est-à-dire bien ciblées, dans le conifère, vous pouvez visiter ce jardin toute l'année. Aujourd'hui, par exemple, à cette époque-ci, on peut distinguer les fleurs sur les conifères. On peut aussi distinguer les couleurs en contraste avec les nouvelles pousses avec les anciennes pousses. Et en mélange avec les conifères pour donner de la valeur. Vous avez des bruyères d'été, des bruyères d'hiver,
Vous avez également des rhododendrons, des azalées, des camélias et d'autres rosiers qui viendront donc égayer ce jardin. La tendance est donc au naturel dans ce jardin botanique où les arbres ne sont pas taillés. Pourtant, au détour d'un talus, des petits jardins à la française très symétriques ne manquent pas de surprendre les promeneurs. Voilà, le jardin des Montagnes Noires à Spézet. Alors, ce jardin attire 5000 visiteurs, Alain. Celui de l'île de Bas, 30 000. On voit qu'il y a toujours un déséquilibre entre Bretagne de l'intérieur et Bretagne du littoral. Oui, parce que souvent on associe Bretagne à des paysages maritimes, notamment dans les campagnes de publicité. Pourtant, il y a de vraies pépites dans l'intérieur de la Bretagne. Il y a un patrimoine religieux, par exemple, extraordinaire, des paysages fabuleux. Et on peut tout à fait inviter. En plus, la Bretagne n'est pas si large que cela. Donc même si on est au bord de la mer, on peut quand même aller rendre visite à l'intérieur. Et généralement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Merci Alain d'être venu sur le plateau du JT pour commenter l'information. Pas de JT la semaine prochaine. L'équipe de TBO fait relâche pour une semaine. Mais on se retrouve le 9 mai à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. D'ici là, bon week-end à vous, bonne semaine et au lundi 9 mai donc.